Alors si tout ce qui revient est laborieux, que vaut le neuf qui a été mis dans tout ça? Et ben si c'est pas spécialement notable, c'est pas particulièrement raté non plus. On a un scénario MacGuffin, résultat de la nature criminelle et western du script, qui se concentre sur le vol d'un bien quelconque, avec le coaxium, et si c'est pas raté, ça n'a rien de spécial à dire vu que c'est un MacGuffin. Nos héros n'en ont pas besoin, ils le récupèrent pour un autre et pour éviter de mourir, sauf que, bah... Han, Lando et Chewie ils peuvent pas mourir vu qu'ils doivent être dans le 4. Alors il te reste Beckett, dont tu pourrais craindre le sort, sauf qu'il est préparé tout du long comme un traître, veut pas vraiment de Han et de Chewie, alors s'il s'en sort, on s'en fout un peu en fait. Même en lui donnant un groupe et une copine au début à perdre tragiquement, il donne pas vraiment envie de s'y attacher en dehors du fait que... bah c'est Woody Harrelson et il est cool et sympathique quoi. Et pour ses amis, l'alien Rio joué par Jon Favreau, réalisateur des 2 Iron Man, interprète de Happy Hogan et showrunner de la série The Mandalorian, est pas drôle, pas touchant, bref, on s'en fout. La copine de Beckett, Val, est extrêmement cool, c'est un personnage fort, comme le montre sa décision de se sacrifier pour sauver Beckett, mais du coup... elle reste pas longtemps. Ça fait très Star Wars d'ailleurs, hein. Beckett, Val comme Valérie, Rio comme au Brésil... toujours aussi des paysans, c'est Disney Star Wars. Et d'ailleurs, ce dernier point montre le retour d'une autre des traditions faisandées de Disney Star Wars, le Non, vous savez quoi, faut arrêter de parler de féminisme avec Star Wars. Si Kathleen Kennedy était vraiment féministe, elle aurait mis moins de 6 ans à engager une réalisatrice. Donc, le favoritisme féminin refait son retour dans ce film. Et semblait moins présent dans le premier script de Lord et Miller, comme on l'a vu. Parce que si les hommes sont aussi difficiles à apprécier, c'est aussi parce qu'ils sont toujours représentés négativement, là où les femmes sont les seules à être compétentes et sans vice. À part L3, mais... on y vient à L3. Encore une fois, le problème c'est pas de mettre des femmes en avant, c'est de systématiquement faire des hommes faibles ou négatifs à un degré disproportionné, y compris dans le premier Star Wars depuis le rachat par Disney à mettre en scène un héros. Finn est un lâche, Poe est un excité de la gâchette, Luke est un vieux bougon dépressif, les méchants sont toujours des hommes, sauf Phasma, mais c'est un rôle tertiaire, et là à part Rio et Chewie, qui sont des aliens, Beckett, Han, Lando et Dryden sont rongés de défauts. Par contre, Rey elle déchire tout, Rose a une volonté de faire, Holdo fait de la merde mais a raison parce que... on sait pas. L3 est une espèce de mama qui gère tout pour Lando, et la solution au problème est offerte par Kira ou Enfys Nest, et sa leader. Qu'on révèle être une femme, comme si ça devait nous surprendre parce qu'on est des gros misogynes pro-patriarcat. Sauf qu'on le pense parce que le film nous a dit de le penser. Les mecs se débrouillent en improvisant maladroitement, là où regardez comment Kira ou Val s'en sortent. Mais ils ont très peu de caractéristiques positives et foutent plus souvent la merde que de raison. Beckett assure 17 fois qu'Enfys Nest n'est pas au courant de leur coup et a tort jusqu'à en causer la mort de sa compagne. Il trahit, ment, se fait doubler, donc malgré tout ce qu'il est censé transmettre à Han, et il est assez mauvais à son job, et tout ce qu'il transmet au final, c'est comment être un criminel qui ne fait confiance à personne. Même Lando, dont on fait la promotion jusqu'à l'indécence, littéralement, n'a aucune véritable compétence, est imbu de sa personne, ment, triche, et sert à peine à piloter le faucon avant de le laisser à Han, donc il peut pas prouver ses compétences là non plus. Sa plus grande qualité ? Respecter sa collègue, voire l'aimer. Et oui, je sais, ce sont des criminels, des pirates. What? I'm not kidding. Pardon. Des pirates, des bad guys. Mais ça excuse pas qu'ils soient à la limite de l'incompétence. Kira aussi est méchante, mais elle est ultra badass et elle réussit tout. Oui, parce que elle a ses raisons, la pauvre, et elle ne trahit que pour pouvoir se libérer et s'affirmer dans ce monde de la pègre si patriarcal. Bon, il y a Lady Proxima, mais c'est comme Kira en fin de film, une subalterne d'un homme au final. Ah, et donc elle s'est tapée Lando et elle le dit sans problème à Han. Propre. Alors que Han, qui a le même objectif qu'elle, échoue dans absolument tout ce qu'il entreprend. Retourner sauver Kira, rester dans la section pilotage, négocier son entrée auprès de Beckett, tous ses bluffs. Next time somebody hits me, I hit him back. Everybody stand back! What's that supposed to be? This is a thermal detonator. That's a rock. All I gotta do is give him the signal, you're surrounded.
Le seul truc qu'il réussisse du film, c'est celui qu'il est obligé de réussir, le Kessel Run. Qu'il propose grâce à Chewie, qui apporte ainsi sa seule contribution à l'histoire en dehors de la scène où ils sortent de prison. Pardon, et ça aussi. Ça tourne autour de Han, donc on lui laisse cet honneur. Enfin, Qi'ra négocie et lui laisse cet honneur, vu qu'elle va buter le méchant principal à la place du héros de toute façon. Alors, oui, Han a déjà échoué quand il a négocié et est tout le temps poursuivi parce qu'il le fait souvent. Mais s'il était si nul que ça, il continuerait pas à leur échapper à faire le beau parleur, il se ferait choper et il payerait. Les seuls bons points de Han sont ceux qu'il doit avoir pour être en raccord avec celui de la trilogie originale et sa dévotion à une femme. Alors encore une fois, sur le principe, c'est pas un problème. Le truc c'est que ça fout un petit peu en l'air ses enjeux quand tu démarres le film avec l'idée d'aller sauver Qi'ra, et que tout à coup tu la fais revenir au milieu de l'acte 2, et que l'intrigue qui semblait principale disparaît parce que la meuf a plus besoin d'être sauvée. Du coup, on enchaîne sur le scénario du Coaxium et de Dryden Voss, Qi'ra est réintégrée à l'équipe et donc en sûreté, et les enjeux, bah, ils disparaissent. On l'a vu, les héros ne peuvent pas mourir, le Coaxium est pas pour eux, Beckett est louche, et on ne comprend pas ce que Qi'ra veut. Elle a pas l'air décidée à rester, à changer, mais elle n'est pas le focus du scénario, c'est Kessel est le problème de Voss, et n'a pas besoin de lui. Bref, la force de Qi'ra détruit la progression dramatique. Et on fait tout ça au mépris du scénario parce que quand même, à la base, Han et Beckett vont sur Kessel pour éviter d'être reliés à Crimson Dawn, le syndicat du crime de Dryden Voss, et le gars impose que son bras droit, Qi'ra, dont il est ultra jaloux et sait qu'elle connaît Han de longue date, accompagne Han et Beckett. Comme si on l'avait forcé dans le scénario alors que ça n'a aucun sens, quoi. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on y est, Qi'ra? Ok, George Lucas avait trouvé le nom pour son héroïne dans sa version de l'épisode 7. Enfin, ça commence à faire beaucoup de noms japonais dans Star Wars, non? C'est Kennedy qui s'est dit « Ah oui, tiens, George s'inspirait des samouraïs et du Japon dans ses films, alors je vais utiliser des noms de mangas japonais dans les miens pour faire plus moderne. » Bon, la réflexion est pas totalement conne, hein, cela dit, mais entre Qi'ra et Rey, je commence comme... Et alors donc... You've been Eurowashed. Don't just blindly follow the program. Exercise some free will. L337. Alors le truc c'est que pour bien comprendre le personnage, faut déjà comprendre le nom. L337, c'est ce qu'on appelle du lit speak, le langage lit. C'est quoi? Eh ben c'est ça. C'est écrire avec un alphabet complètement foireux et en partie numéraire. C'est un langage codé, créé dans les années 80 et utilisé lorsqu'Internet a explosé auprès du grand public pour essayer d'éviter les hackings et les robots de détection. Et lit, malgré son écriture, trouve son origine dans le mot « élite », car seuls les informaticiens et gamers assez calés utilisaient et connaissaient ce langage. Maintenant que vous savez ça, abordons sa personnalité. I'm gonna go check on the dampers. You need anything? Equal rights. C'est une SJW, une Social Justice Warrior, une chevalière de la justice sociale. Une personne qui parle constamment de lutte, discrimination et d'inégalité, surtout pour les autres, même quand tout le monde, en particulier la minorité ou la population concernée, a l'air tout à fait à l'aise avec l'idée ou même conteste que le problème existe. Star Wars, c'est de la fantasy plus encore que de la SF, on me le rappelle bien assez dans les commentaires à chaque fois que j'en parle, juste comme de la science-fiction. Le tempérament d'un droïde dépend de comment on les a construits et programmés. An extremely well put together little droid, Your Highness. Without a doubt, it saved the ship as well as our lives. It is to be commended. Mais ils savent pourquoi on les a construits et n'ont pas de problème avec, puisque ça donne un sens à leur vie qu'ils n'utilisent pas pour répondre à des besoins personnels ou biologiques. Ils ne fatiguent pas, n'ont pas faim, n'ont pas la même notion du temps, peuvent être reconstruits, leurs données transférées. Sir, if you'll not be needing me, I'll close down for a while. Sure, go ahead. Ils peuvent tout à fait se refaire l'intégrale de Fast and Furious en tâche de fond pendant qu'ils discutent. Ils font pas la différence entre voyager quelque part et en voir une vidéo, puisque tout est signal vidéo pour eux. C'est une erreur grossière de les considérer comme des humains, plus encore en esclavage. Le problème ne se pose pas dans ce sens, et on a même vu plusieurs droïdes exprimer leur indépendance dans l'univers étendu, ou même la saga originale. Ils bossent pour d'autres, ou avec d'autres, comme on l'a vu tout au fil des sagas, et récemment avec K2, SO et Cassian, parce qu'ils sont heureux de le faire, et fait pour, mais rien ne suggère un esclavage tant qu'un boulon d'entrave ne leur est pas implanté. Ainsi, tout comme elle défend les femmes et la diversité ethnique dans Star Wars qui n'ont jamais eu besoin d'elle pour briller,
et le font de moins en moins au fil des films, en tout point, L3 semble évoquer et même moquer le féminisme prononcé, mais rarement appliqué ailleurs que dans ses scripts au passage, et souvent dénoncé par les fans de Star Wars, de cette très chère Kathleen Kennedy. Et alors le truc, c'est que, par définition, plus le personnage est énervant, et plus ils ont réussi à en faire une parodie de SJW et de Kennedy. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ces questions n'ont pas leur place et sont malvenues dans Star Wars, qui est censé raconter des histoires qui vont bien au-delà de notre monde à nous, et qu'en plus, comme d'habitude avec Disney, c'est géré avec le cul. Déjà, il y a cette histoire de pansexualité avec Lando, qui me surprendrait pas, mais dont je vois vraiment pas l'intérêt. Et puis alors à un moment, elle meurt, et on implante sa conscience dans le faucon, parce qu'elle a une super base de données pour la navigation. Bon, déjà c'est comme le nom de Han ou le diminutif de Chewbacca, il y a vraiment pas besoin d'expliquer pourquoi il y a des cartes stellaires dans un vaisseau spatial. Fallait vraiment expliquer que c'était parce que l'esprit d'une androïde doué pour la navigation a été téléchargé dedans. C'est presque pour imposer d'avoir un personnage, entre guillemets, féminin et SJW dans la trilogie originale. En traître. Mais alors surtout, ok, vous implantez l'esprit du droïde qui ne pense qu'à la liberté pour les droïdes dans un vaisseau, l'empêchant définitivement d'ouvrir sa gueule et la condamnant éternellement à la servitude. Waouh! Genre vous avez pas réfléchi 2 secondes à ce que vous écriviez, quoi? Ou bien vous sous-entendez que c'est pour ça que le vaisseau ne fonctionne jamais par la suite? Parce que L3, intégré au vaisseau, est rebelle et refuse de fonctionner? Genre en opposition complète avec la notion de poubelle spatiale rafistolée à l'arrache par Han, et ajoutant une couche absolument terrifiante de torture éternelle pour la conscience de L3, enfermé et incapable de s'exprimer autrement qu'en coupant un contact par-ci par-là, je veux dire. Au secours! On tient le scénario du premier film d'horreur Star Wars, si on va explorer cette question dans un autre film, Madame Kennedy. Sir, I don't know where your ship learned to communicate, but it has the most peculiar dialect. Non à parler anglais, merci les casse-danes. Bref, L3, et c'est pas pour faire un jeu de mots machiste, je suis vraiment pas sûr de comment je l'apprends, de A à Z, et c'est franchement pas folichon en termes d'écriture à nouveau. Alors, si Han n'est pas vraiment Han, si ce qui est neuf est mal pensé ou inutile, si le film tue son intrigue au milieu du 2e acte à cause du féminisme, si le Kessel Run n'a pas de sens ou d'intérêt et se raccorde pas plus avec son origine que le personnage de Solo, il reste quoi? Même la scène du train, elle est super cool hein, la scène du train, et puis Lawrence Kasdan peut satisfaire son trip et nous refoutre de la neige dans la gueule, mais on m'explique pourquoi une civilisation qui a atteint le vol interstellaire aurait besoin de trains, surtout dans un terrain aussi tortueux, des vaisseaux qui volent dans n'importe quel sens, c'est quand même plus rapide et pratique. Mais la scène est cool. Alors... Et ben en fait... Tout. Absolument tout le reste est à garder. Ça passe super bien même. Le problème c'est la lumière, on va y revenir, mais en dehors de ça, techniquement, le film est assez parfait. En fait c'est ça qui est terrible avec ces Star Wars. Il y a la volonté, la motivation, la main d'œuvre, le fric. Il manque juste les bonnes motivations, les enjeux, et une raison de suivre ces personnages. Et est-ce que ça colle avec Star Wars? Le script, quoi. Alors bon, pour évacuer le problème tout de suite, la lumière. Le truc, c'est qu'elle est pas si mauvaise que ça, la lumière. Mais en fait, elle est tellement subtile et nuancée que si vous n'avez pas vu Solo dans des conditions de projection optimales, surtout si vous avez été le voir en 3D, et que l'intensité de la projection était pas assez bonne, ce qui a tendance à arriver de plus en plus souvent parce que les exploitants de salle adorent faire des économies de bouts de ficelle sur la durée de vie de leurs ampoules de projection, en les utilisant à moitié de la puissance nécessaire ou plus longtemps que prévu, voire tout simplement si vous les regardez sur un mauvais écran mal calibré, et ben cette scène, chez les 10 Proxima par exemple, passe d'un subtil jeu de pénombre à cette bouillie bleue. Ou ici cette bouillie marron, où personne n'est lisible, voire même visible. Oh laissez-moi fuir ce monde brumeux. Il faut économiser, tout caché dans la poussière. Si à tant de brume qu'on voit rien, c'est déjà ça de moins à payer. Cette bouillie bleue. Excusez-moi, j'ai bouffé 3 remakes live action d'ici cette année, j'ai encore du mal à les digérer.
Cette lumière, issue de la feuille de route des spin-offs développés avec Rogue One, est ici l'œuvre de Bradford Young. Il adore utiliser des éclairages tamisés, indirects, inclus dans le décor, travailler la pénombre, ce qui donne un côté ultra réaliste, mais aussi parfois difficile à lire du fait que dans quasi tous les plans, les sources de lumière soient plus claires que tout le reste, et surtout que le visage et les yeux des personnages rendant difficile de les localiser tout autant que de lire leurs émotions. Every practical that you actually see in this film is actually lighting the subject. When the character steps away from the lighting source, yep, they're gonna walk in the shadow, and it might be a little intense for the audience for a moment, but they'll eventually step back into the light. Tout cela n'étant pas aidé par le fait qu'il travaille cette lumière à l'aide d'une étouffante atmosphère enfumée. La fumée, la poussière, réfléchit la lumière, ce qui lui permet d'éclairer dans tous les sens et non uniquement celui de la source, mais, encombrant l'atmosphère, elle réduit aussi son intensité. Ce qui fait que l'écart, le contraste, entre les zones les plus éclairées et les moins éclairées est extrêmement infime, subtil, tout en rendant les noirs profonds quasi impossibles. C'est pour ça que le film est parfois un peu illisible et fait étriquer. Il y a de la fumée dans tous les intérieurs, de la brume à l'extérieur, et même quand on est dans un désert avec le soleil qui tape, les 3/4 du temps le gars filme quand il y a des nuages ou fout les personnages dans une zone d'ombre. Mais en fait, c'est honnêtement une belle lumière, une bonne photographie, c'est juste un travail de la lumière tellement subtil et léger que dans toute autre situation que des conditions de diffusion optimales, un projecteur ou un écran parfaitement réglé, c'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que semble-t-il, sous la direction de Lord et Miller, on mettait pas autant de temps à régler l'image et ce travail minutieux des lumières tamisées, optant pour une image avec plus de peps, comme dans l'intro. Mais alors, quand il a été question de sauver le radeau du naufrage sous la direction de Ron Howard, lui et Kennedy ont pleinement embrassé l'esthétique de ruelles malfamées pour permettre, scénaristiquement et économiquement, de faire ou refaire les scènes plus rapidement et pour moins cher. La planète en guerre, au début, faut faire un champ de guerre. Bon, ça va, on a créé des tranchées, quelques campements, mais c'est Star Wars, si tu montres une guerre, faut que ça ressemble à ça. Mais tout ça, ça coûte du pognon, ça demande des effets spéciaux pour agrandir le champ de bataille, etc. etc. Alors que si tu crées une planète de brume, bah t'as pas besoin de la rendre impressionnante parce que quoi qu'il y aurait d'impressionnant, c'est caché sous la brume. T'as rien à faire de plus que mettre les personnages en face caméra, pas de décor à construire ou reconstruire si Lord et Miller sont responsables de la scène avec Chewbacca, pas ou peu d'effets spéciaux, bref, ça coûte moins cher. Bon, faut du culot quand même hein, pour cacher la guerre des étoiles dans la guerre des étoiles sous la brume, mais après tout, pourquoi pas? Je préférerais leur reconnaître l'audace d'avoir fait un film Star Wars qui ne commence pas dans l'espace que celle-là, mais bon, la vie est mal faite, que voulez-vous. Et pareil avec le Kessel Run, si tu mets un tunnel de fumée, tu peux faire tes rendus en quelques jours au lieu de calculer de rendre 39 années-lumière de roche et de glace en lévitation. Ça a l'air monstrueusement complexe visuellement, toute cette fumée, ces débris et astéroïdes, mais il y en a toujours très peu à l'écran, comme ça c'est rapide à calculer, et avec la brume, tu peux ajouter ou enlever autant de scènes que tu veux au montage parce qu'il n'y a aucune continuité à respecter entre les décors et les plans, ni progression visible à ressentir. Alors pourquoi pas, hein? Mais on fait le résumé? Ruelle sombre avec fumée de pollution, égout avec fumée de pollution, spatioport avec fumée de pollution, planète de brume, planète de neige avec temps nuageux, repère de méchants en fumée, cantina en fumée, couloir de fumée, planète avec des puits de fumée dehors et atmosphère enfumée par des gaz toxiques dedans, puis un désert mais toujours à l'ombre ou nuageux, et retour dans le repère en fumée. Sérieux, tu regardes Solo, tu finis avec un cancer du poumon. C'est l'équivalent cinématographique du tabagisme passif. Mais, une fois que tes yeux se sont habitués à l'obscurité, c'est franchement pas si mal ce qu'ils ont fait avec ce Solo. Genre, vous le savez, je me plains toujours du manque de créativité et de décors nouveaux ou intéressants. Et quoi que j'en dise, et même si la présence d'une guerre sur les lieux rend ça frustrant, bah une planète de brume, on n'avait encore jamais vu ça dans Star Wars. Pareil, ils font jamais un plan aérien qui permettrait de montrer correctement le concept de Corellia. Mais même si on n'arrive pas à voir que la planète consiste en de petites îles artificielles et totalement industrialisées, le décor fait neuf et propose une course-poursuite en speeder dont jusque-là j'avais jamais vu l'équivalent que dans les séries d'animation qui peuvent se permettre plus de liberté avec les décors, mais aussi avec les véhicules futuristes et les mouvements de caméra. Ce design de yacht de millionnaire de la pègre, noir et or, et qui vole dans un sens qu'aucun autre des vaisseaux de prolo de la saga n'a jamais utilisé, lui donne un look et une aura toute particulière, similaire à la tour sombre d'un méchant. L'intérieur fait un bon mélange de l'esthétique de Star Wars et d'un club privé, tout comme la cantina du 4 était le bar du coin, et l'épisode 2 nous proposait la boîte de nuit de la mégapole, et bien sûr évoque le repère, et non le club, de Jabba dans le 6 avec ses chanteurs qui me font assez triper. En tout cas c'est bien mieux que le 8 et son casino qui n'avait rien de très Star Warsien en dehors de sa faune. Si le repère des mafieux fait cantina, et on a déjà vu des cités à bord de falaises, dans Black Panther par exemple, dans Star Wars c'est assez neuf et surtout très bien fait.
Rien que ça là, vous l'avez pas trouvé étonnamment génial l'explosion de coaxium? Eh ben c'est pas une explosion traditionnelle ou simulée sur informatique, c'est une mini détonation filmée au ralenti sous l'eau. Seule la destruction de la montagne est simulée, ce qui lui donne cette forme si étrange, cette expansion organique et remplie de détails avant une contraction, évitant l'écueil de la boule de feu ou de fumée pour proposer quelque chose de vraiment neuf et audacieux. On n'avait jamais exploré de mines dans Star Wars, à moins que vous considériez les termitières de Geonosis et leurs usines de droïdes comme des mines, ou une nébuleuse telle que celle qui entoure Kessel, là où les champs d'astéroïdes auraient été un peu redondants. Et bon, même si encore une fois on se tape un désert, au moins cette fois on a du sable blanc ou du sable jaune, et on est proche de la mer, c'est au moins ça différent par rapport à un autre Star Wars. Et puis il y a ces stèles Zarbi là, ces pyramides au régime, qui sont probablement des pierres tombales aussi. C'est pas Tatooine quoi. Et puis tous les costumes sont sympas, hein, même l'équipe de cosplay de Ploné avec Quintin, je veux dire, Enfys Nest, a des tenues classe et qui font Star Wars. Bon, ils ont une étrange fascination pour les personnages qui portent d'énormes masques ronds qui cachent tout leur visage, qui se retrouvent aussi un peu chez Enfys Nest, mais enfin je peux difficilement qualifier ça de défaut quoi. Aussi désagréable et inutile que soit Rey-Oh, il est visuellement ultra réussi et apporte enfin un nouveau personnage d'Alien au centre de l'histoire. Oui, il meurt dans les 40 premières minutes, mais tant qu'il était là, il passait bien, donnait pas l'impression d'avoir été créé pour vendre un jouet. Même L3 a un design sympa et créatif, même s'il me fait beaucoup penser au robot dans Flubber, et comme c'est un film Disney, ça pourrait coller avec l'idée que le droïde se moque du côté SJW de la firme Ed Kennedy. Ou Lady Proxima. Honnêtement, le design est classe, et je sais pas si c'est de l'animatronique ou des effets spéciaux, mais si j'en doute, c'est qu'ils ont fait un putain de bon travail là-dessus. On peut noter une indépendance narrative vis-à-vis des codes de Star Wars, comme le texte bleu utilisé à la place du texte défilant jaune habituel, un peu moche, mais bon, c'est une originalité. Le logo avec un style hologramme, une première, qui avance vers la caméra au lieu de s'en éloigner, sur une planète et non dans l'espace, et avec, pour la première fois, la police d'écriture originale utilisée à l'époque des premiers films, tout en conservant la tradition des débuts in medias res, au cœur d'une action déjà en cours. Et comme dans Rogue One, on fait sans les transitions en volet, sans que ça n'abîme le côté Star Warsien du film, au lieu de les foutre n'importe comment comme le 8 et le 7 dans une moindre mesure. Le montage est bon, la mise en scène est esthétique avec de nombreux mouvements de caméras et angles audacieux, impressionnante avec de nombreux plans paysages pour marquer la démesure de cet univers et plans zénithaux ou en plongée que seul un environnement comme Star Wars peut proposer, réaliste avec les plans steadicam ou épaules qui font documentaire, vivante car il se passe toujours plein de choses à l'image, et il y a une insistance sur la conduite vu qu'on parle d'un pilote, avec des tas de plans accrochés au capot de véhicules et coques des vaisseaux, des subjectifs sur la route ou les pistes, et des tas de plans sur les volants et les boutons ou leviers, très classique encore une fois, donc ça passe assez inaperçu, mais très bien fait tout de même. Soyons clairs, ça n'a aucune personnalité, aucun style spécifique si ce n'est la lumière, et le scénario est quelconque et n'est pas un très bon prequel, mais cette histoire est parfaitement mise en image, professionnellement filmée, de la façon qui convient à chaque scène et la rend la plus impressionnante possible, pour autant qu'on arrive à y voir quelque chose. Et à ce propos, notons que leurs effets spéciaux, de fumée et d'effets de lumière par exemple, sont très bien gérés, très honorables en qualité pendant tout le film, et exploitent même une nouvelle technologie qui projette vraiment les images du trajet sur l'écran. La musique aussi, la musique est cool, composée par John Powell, reconnu pour les bandes-sons des premiers Bourne, Kung Fu Panda, Shrek et surtout de la trilogie Dragon. Il propose des thèmes orchestraux rythmés et mélodieux, dignes de John Williams, tout en restant hélas discret car assez sous-mixé dans le film et passant donc malheureusement inaperçu, mais certaines scènes, celle de Kessel avec la révolte des droïdes par exemple, en font parfaitement usage. Le récit, bien qu'incompatible en de nombreux points avec la personnalité des protagonistes, et exagérant parfois, genre comment Enfys Nest a pisté le groupe sur 4Ipso, ne crée pas de problème majeur avec la timeline, si ce n'est la trappe dans laquelle il stocke le coaxium, censé avoir été installé par Han, et étant de connaissance sur tout un tas de choses, comme le sort des Wookiees après l'épisode 3, ou la fameuse essence, ce coaxium, qui était donc la ressource qui manquait à nos résistants dans l'épisode 8, ce qui d'ailleurs ne semble toujours pas logique, comment ils peuvent manquer d'une ressource pareille si facilement stockable et puissante, et qui donnerait naissance à la rébellion par l'intermédiaire de Han et Enfys Nest. On découvre le monde des vauriens et criminels au-delà du palais de Jabba avec la tour de Dryden et le repère de 4Ipso, le sabak, que le père de Han voulait être pilote, c'est pas un truc dit dans la trilogie originale ça, et qu'il construisait des vaisseaux comme le Faucon, donc gros symbole sur la transmission familiale comme toujours dans Star Wars, ou bien les gros vaisseaux de l'Empire, qu'on qualifie donc, comme ils sont fabriqués à Corellia, de Corelliens.
Ah bah si, vous vous en souvenez pas? Ah si, on le dit? I've outrun Imperial starships. Not the local bulk cruisers, mind you. I'm talking about the big Corellian ships now. Vous avez vu? Il l'a dit. Et Han connaît donc si bien ces vaisseaux parce qu'il vient de Corellia. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa dans ce film? Du coup, on rend définitivement canon l'histoire de Clone Wars avec le nouvel univers étendu Disney Star Wars, en ramenant Darth Maul à la fin. Alors même si perso, j'ai jamais aimé cette idée de Clone Wars. Si le gars survit à ça, on peut survivre à n'importe quoi dans Star Wars et ça devient du Marvel. D'ailleurs, ça va être con s'ils traitent ça dans une série sur Kenobi parce que le combat final a déjà eu lieu dans Star Wars Rebels, et Ben est vieux quand il finit par tuer définitivement le Seigneur Sith. Donc ça va être très drôle cette histoire encore. Mais vas-y, soit, dans Solo, ça peut passer, on le voit pas assez longtemps pour qu'il le rate. On apprend aussi que les richesses dans Star Wars se résument à des pierres précieuses comme dans n'importe quel monde. Même pas une forme ou une texture particulière, hein, des trucs qui brillent, non, des bijoux tout à fait terriens. Et qu'il y a du brandy dans Star Wars. So I hear you make good brandy. Va comprendre. Et comment sont leurs douches aussi. Enfin bon bref, malgré ces petits cafouillages, vous comprenez ce que je veux dire. Globalement, ce qui ne concerne pas Solo est réussi. Dans ce prequel sur Han Solo. Faut dire aussi, quand tu suis les conseils de la Rian Johnson Academy of Screwed Up Writing... We really wanted to give you the opposite of what you expected. Vous savez quoi? Au final, même si on a probablement été privé d'une version infiniment plus originale et créative avec le renvoi de Lord et Miller, même s'il y a plein de points qui se raccordent mal et un script sans enjeu qui empêche d'apprécier un film somme toute rigoureusement divertissant, mon avis sur Solo A Star Wars Story, c'est finalement Lando Calrissian qui le résume le mieux. I don't like it. I don't agree with it. But I accept it. Bon, voilà. Le film qui a payé pour la colère provoquée par Star Wars 8 est oubliable, inintéressant, trop édulcoré, mais ça passe. Voilà. Bon, il me reste quoi à faire maintenant? Ah oui, parler de l'avenir de la saga. Alors, en dehors du 9e film, qui est sorti peu avant cette vidéo et qu'on abordera l'année prochaine, le nouveau terrain de chasse de Disney en ce moment, c'est la VOD avec son service Disney+, lancé le 12 novembre aux USA et prévu le 31 mars dans nos vertes contrées, et destiné à concurrencer Netflix avec une brousouffe de séries Marvel notamment, et la première série live-action Star Wars, The Mandalorian. Et c'est vachement intéressant de se pencher dessus parce que ça envoie plein de signaux. Par exemple, Kathleen Kennedy n'a presque rien eu à dire sur la série, qui a été développée et coproduite par Jon Favreau, qui laisse des réalisateurs réclamés de longue date par les fans, comme Dave Filoni, connu des fans de Clone Wars, se faire la main sur des réalisations live-action, et c'est grâce à lui qu'on a enfin pu voir une femme, Deborah Chow, suivi l'épisode d'après par la fille de notre cher Ron Howard, Bryce Dallas, passer derrière la caméra d'une réalisation Star Wars avec succès pour les deux, même si globalement on retrouve toutes les facilités d'écriture propres à Star Wars, Marvel et Disney en général, mais au service d'un produit bien plus respectueux de l'univers et créatif à la fois, comme quoi c'est pas si compliqué. Du coup, une saison 2 est déjà dans les cartons, la série sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor qui reprend le rôle, une nouvelle dernière saison à Star Wars Clone Wars, mais de la bouche de Bob Iger lui-même, le président de Disney jusqu'en 2021, Star Wars au cinéma et les spin-offs, c'est en suspens. Officiellement mort pour la trilogie des auteurs de Game of Thrones, et les mouches commencent à arriver pour celle de Johnson qui a lui tout seul flingué toute la machine Star Wars. Et il se murmure que Jon Favreau serait en train de se préparer à prendre la place de Kathleen Kennedy, dont le sort chez Lucasfilm est assez incertain vu la chute d'intérêt du public pour l'une des franchises les plus puissantes d'Hollywood jusque-là en quelques années. En signe d'apaisement ultime, Iger s'est même confié sur la déception de George Lucas face au manque de créativité absolue de l'épisode 7. Chose que jamais un seul membre de Lucasfilm n'a encore fait jusque-là, reconnaître qu'ils se sont plantés. Alors ils peuvent annoncer autant de séries qu'ils le veulent, charmer le public en disant qu'ils ont rappelé tonton George pour qu'il donne des conseils sur les films. Putain, il a du mal à sourire, papy. Bah c'est toujours difficile pour Star Wars. The Mandalorian montre quelques signes de progrès, mais il semblerait que la solution à leurs problèmes au cinéma se présente sous la forme de Kevin Feige, le producteur derrière le Marvel Cinematic Universe. Autant vous dire que l'avenir de Star Wars me remplit d'allégresse. Alors, que nous réserve Star Wars? Eh bien, seul l'avenir pourra nous le dire. Mais j'ai un mauvais pressentiment,
Et je crois bien qu'encore une fois, j'avais raison, et vous aviez tort. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.